Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Je suis Bruno Lalonde, vous vous en doutiez. Nous sommes à Montréal le 11 juin 2018. Je poursuis tel que prévu la recension d'ouvrages méconnus, injustement méconnus ou très justement oubliés, paru dans la collection Nelson. Je vous montre ici l'exemplaire dont je vais vous parler aujourd'hui, de son contenu et de son auteur. Alors, celui-ci a été imprimé à Édimbourg en 1932 et la première édition de La Maison des Dames Renoir, écrite par Jacques Desgachons, a été publiée en 1904. Je n'y retrouve aucune autre indication, si ce n'est qu'il a appartenu à Madeleine Dumontier. Peut-être Madeleine Dumontier l'a-t-elle lu lors de sa parution en 1932. C'est possible. On ne retrouve aucune trace d'où l'objet a été acheté. Il est mouillé ici un peu sur la tranche. Est-ce qu'il n'y a aucune jaquette? Aucun objet, parce que parfois il arrive qu'on retrouve des exemplaires qui sont truffés, soit de notes, soit de prospectus, soit de cartes postales, mais même déjà arrivé de trouver de l'argent. Alors les livres peuvent contenir comme ça des secrets qui n'ont rien à voir avec leur existence intrinsèque. On les truffe, donc c'est le terme utilisé, un exemplaire truffé. J'aime bien ça, j'aime bien cette idée-là. Il y a quelque chose de la fois sonore et de gustatif dans ce terme de truffé. Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur Jacques Desgachons, qui est né le 31 janvier 1868 et qui est mort en 1945. Alors, il a écrit des romans populaires où l'action se déroule dans son Berry natal. Il appartient également à cette catégorie de littérature qu'on appelle régionaliste, qui partent d'un lieu précis, généralement le lieu de l'auteur, le lieu de naissance de l'auteur, et qui décrit les mœurs de ses habitants, l'historique de son lieu. Et lui, donc, il a consacré quelques ouvrages à sa région, le Berry. Il a publié 40 romans, 2 pièces de théâtre, donc des ouvrages régionalistes et une douzaine d'ouvrages pour la jeunesse. Alors, qui est Jacques Desgachons? Eh bien voilà, les traces de son existence sont assez ténues, assez difficiles à trouver. Je n'ai trouvé aucune recension de ce fameux roman, Les Dames, La Maison des Dames Renoir. Je n'ai trouvé aucune recension, ni aucune critique, ni aucun commentaire. Ça ne semble pas exister. Et Jacques Desgachons, me semble-t-il, est vraisemblablement tombé dans l'oubli. Alors très tôt, il fréquente le Cénacle des Épinglés. Je n'ai pas trouvé non plus de traces sur ce fameux Cénacle des Épinglés. Quelques années plus tard, il est devenu secrétaire de la revue L'Ermitage. Alors là, L'Ermitage, oui, ça a été une revue assez importante, d'avant-garde avec le Mercure de France, entre autres choses, qui a, qui a, qui a essaimé et qui a attiré de très très belles plumes. Paul Valéry, entre autres, y a fait ses premières armes. Et il a finalement... Ah oui, pour revenir à l'Ermitage, oui, donc l'Ermitage a été fondé en 1890, il y a eu 200 numéros, et c'était une revue consacrée au théâtre et à la poésie non versifiée. Les premiers textes, vous disais-je, de Valéry. On y a publié également des inédits de Rimbaud, Viellé-Griffin et Saint-Paul-Roux. Saint-Paul-Roux est un poète extraordinaire, à mon avis. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de lui dans l'une ou l'autre de mes vidéos. Il faut lire les pages que Sandrard lui a consacrées. Je ne me souviens plus si c'est dans L'Homme foudroyé ou peut-être est-ce dans L'Homme foudroyé ou la maison, il était assez âgé à ce moment-là, la maison de Saint-Paul-Roux
a été saccagé et cambriolé et quasiment rasé par les nazis. Les textes, ces manuscrits dispersés. Une fin tragique pour... enfin, Saint-Paul-Roux, en tout cas, a connu les affres de la guerre et ses conséquences. Toujours dans cette revue-là, l'Ermitage, Toulouse-Lautrec s'y est illustré. Il a dû faire quelques illustrations, sans mauvais jeu de mots. Et on y a retrouvé également Claudel, Léoto et le célèbre bibliophile et auteur d'ouvrages savants bibliophilie, Uzanne. Les ouvrages d'Uzanne aujourd'hui sont très, très recherchés. Et enfin, Oscar Wilde. Tandis que lui, de son côté, après, il a fondé l'Album des légendes, qui a connu, ce que j'ai cru comprendre, une assez courte existence, 2 ans, paraissant mensuellement, donc 24 numéros. On y retrouve le sulfureux Jean Lorrain et également le non moins sulfureux Henri de Régnier. Alors, revenons-en maintenant à ce livre que j'ai picoré, dans lequel j'ai picoré selon mon habitude de poule lectrice qui va chercher les grains, mais qui parfois avale des grains de sable ou des petits cailloux. Et encore là, je dois avouer, à l'instar de Paul Arène, dont je vous ai lu quelques extraits hier, je n'y ai rien trouvé qui m'ait donné l'envie de poursuivre ma lecture. Alors, le jugement que je vais émettre sur lui, il est lapidaire, il est exécutif, il est quasiment sans appel, mais la vie est trop longue pour la ralentir avec des ouvrages qui ne nous conviennent pas. Alors, la vie est trop longue et il faut éliminer les fâcheux autour de soi, il faut éliminer les gens qui nous empêchent d'être nous-mêmes, pour le meilleur. Et il en va de même avec les livres. Il y a des livres qui ne nous conviennent pas. Et la forêt de livres, elle est si vaste, elle est si abondante, elle est si généreuse qu'on n'a pas à se gâter le palais avec des textes qui ne nous conviennent pas. Alors j'ai picoré dedans et j'ai eu peine à y trouver des choses qui me plaisaient. Je vais vous lire 2 petits passages ici. Son livre parut. Maurice devint un autre homme. Il quitta le ton doctoral qu'il avait pour parler. Sa solennité s'atténua. « Mon cher Maurice, vous vous humanisez, disait le commandant Frilot. Vous avez raison. C'était bien la détente qui suit l'œuvre accomplie, la petite récréation que s'accordent les plus austères esprits, mais c'était surtout le premier résultat de l'influence féminine. Lucienne s'en aperçut, mais elle n'eut garde de s'en vanter. Son bonheur, qui n'avait été jusqu'à ce jour que théorique, pour employer une dernière fois un mot d'allure scientifique, s'affirma dans 1000 petits détails familiers. Elle entrait de plein pied dans la vie de son mari. Elle se sentait devenir tout à fait sa femme, c'est-à-dire sa compagne, sa collaboratrice, son amie, celle à qui l'on confie ses doutes et sa foi, toutes ses joies, toutes ses douleurs, celle qui est votre soutien, votre guide aux heures mélancoliques, aux minutes de dégoût, celle dans les yeux de qui vous voyez luire votre propre félicité. Ça, c'est quand même une assez jolie formule. Le devoir de l'homme ressemble au labourage. Oh, là, c'est moins, on la répète. Le devoir de l'homme ressemble à un labourage. La femme vient ensuite avec son geste de semeuse. La pluie, la neige et le soleil, la vie, font le reste. Quand vient l'été, l'homme et la femme amoureusement rapprochés ne forment plus qu'un être devant le spectacle grandiose de la moisson. Alors là, on prend le crayon, on biffe tout ça. Ça a une tonalité terriblement désuète. Il n'y a pas de préséance dans les labeurs. C'est la grande découverte que fit Maurice et son orgueil d'un coup disparu. Il se permit d'aimer à la façon des êtres les moins cultivés. Ah, tiens.
avec la franchise gamine d'un ouvrier qui entre en ménage. La franchise gamine. D'un petit employé qui n'a jamais eu de maîtresse et qui découvre dans sa femme la femme. Maurice Tissier se sentait capable de faire des folies. Il s'amusait à être heureux et Lucienne lui avait une reconnaissance infinie de se rajeunir pour elle. Ah, ça c'est pas si mal. Alors, je vous lis un dernier passage. J'adore mon métier, je ne le cache pas. C'est pourtant presque une tare depuis quelques années. Personne n'aime plus son métier. Nous allons vers une universelle bureaucratie. Tout le monde ira à son travail avec contrainte et mauvaise humeur. Et l'heure du service passée, on enverra promener tous ceux qui auront le front de vous rappeler que vous êtes épicier, médecin ou soldat. Vous verrez qu'il faudra que les malades réglementent leur malaise. On écrira sur la porte des sages-femmes « Accouchement de 2 heures à 4 heures ». Sur celle du pharmacien « Fermé dimanche et fête ». Personne n'est plus consciencieux. On est en 1904, on le rappelle. Maurice et son compagnon marchent à petits pas, mélancoliques, vers la demeure du vieux médecin. « C'est égal, mon cher maître, dit tout à coup le jeune homme, j'ai foi en l'avenir. Il y a une foule de bonne volonté en effervescence. De tout ce bouillonnement latent, il sortira certainement quelque chose de grand. Les audacieux, aujourd'hui, ont un visage de haine. La haine n'a jamais rien produit de bon. Il faut tuer la haine, s'écrie Maurice. Eh bien voilà. La maison des dames Renoir de Jacques Desgachons. Vous avez compris, vous l'avez entendu, je ne suis pas convaincu et je ne le lirai pas. Alors j'ai plongé ma main dans le carton où on y retrouve maintenant 28 Nelson et celui dont je vais vous parler demain, c'est celui-ci. La châtelaine de Shenstone de Florence Barclay ou Barclay. Et c'est une traduction de l'anglais. Je ne vous en dis pas plus. On verra de quoi il en retourne. Est-ce que la châtelaine de Shenstone va rester dans le purgatoire ou va-t-elle en sortir? C'est ce que nous saurons demain. Quant à moi, Jacques Desgachons et Paul Arène méritent un fauteuil bien confortable au purgatoire. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite, cette suite. Pour la suite des choses, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999, vous faire part de mes impressions. Aujourd'hui, téléphoner à quelqu'un, ça ne coûte plus rien, à aucun niveau. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie animé par Fabienne Roch et moi-même, situé au 2319 rue Bélanger à Montréal, dans le magnifique quartier de Villeray. Merci et bonne journée à tous.